Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne de télévision, comme d'habitude, la chaîne de la diversité, la voix de la diversité, et plus particulièrement dans mon émission, en fait l'émission que j'anime, intitulée Neurones, et qui est diffusée, comme vous le saviez, chaque vendredi. Aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter, ou plutôt de recevoir dans nos studios de la chaîne de STL, de la diversité, une personne qui est issue justement de l'immigration, qui est issue de cette immigration au Canada, au Québec en particulier, issue de cette diversité que nous chérissons tant, et qui s'appelle Dr Vass David, qui est médecin, qui est un praticien et qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Et donc, je l'ai rencontré, je lui parlais justement de nos projets, et il a d'emblée accepté mon invitation. J'ai l'honneur et le plaisir de l'avoir au studio ici. Dr Vass, merci d'avoir accepté notre invitation, et merci d'être parmi nos premiers invités de cette nouvelle chaîne, la chaîne de la diversité, et plus particulièrement dans l'émission Neurones. Sans tarder, j'essaie de vous dire tout simplement merci. Plaisir, merci de m'avoir invité. Donc, Dr Vass, sans tarder, j'essaye un peu d'abord de donner un exemple, aux générations qui sont issues de l'émigration, et surtout les jeunes, pour suivre justement des exemples positifs de réussite tels que le vôtre. Donc, est-ce que vous pouvez, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le thème de notre émission, qui est la médecine esthétique, j'allais d'ailleurs oublier, donc vous pratiquez dans votre cabinet, est-ce que vous pouvez parler justement, vous pouvez nous donner en quelques secondes votre parcours, comment vous avez vécu l'immigration avec vos parents, et comment êtes-vous devenu un élève brillant au point où vous réussissez et d'être en médecine? Mais pour commencer, moi je ne suis pas immigrant, mes parents ont immigré ici dans les années 50, mon père, 60, ma mère. Je suis né ici, mais quand même pendant ma jeunesse, on a passé beaucoup de temps en Hongrie, c'est de là où mes deux parents viennent. Et la réussite que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Ils ont toujours installé l'importance de l'éducation, d'étudier, et ils ont tout fait pour que moi je peux étudier et travailler fort. J'ai pas eu la distraction de rien d'autre. La seule chose qui était importante toujours, c'était d'étudier, d'avoir des bonnes notes, et ils m'ont toujours encouragé de faire le plus possible, d'aller à l'université et ensuite de continuer à être un professionnel. Donc, en résumé, vos parents, ils ont immigré ici de la Hongrie, donc un pays de l'Europe, hein. Et donc, vous êtes né ici, hein, et vous avez fait des études de médecine. Et quel message, avant de commencer, de parler justement de ce que vous faites actuellement, quel message vous pouvez donner à cette jeunesse, justement, qu'on voit aujourd'hui et qui souhaite réussir, justement? Quel message voulez-vous passer à cette message plutôt à cette jeunesse issue de l'immigration, issue ce que nous appelons, nous, la diversité? D'abord, travailler le plus fort possible à l'école, prendre ses études au sérieux, mais de réaliser aussi les seules limitations qu'on a, c'est les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai fait toutes mes études, école primaire, secondaire, même mon bac en anglais. Mais je réalisais que je suis dans une province francophone et j'ai jamais étudié en français. Mais il y a seulement 4 écoles de médecine ici au Québec, et seulement le quart, McGill, c'était en anglais. Et j'ai pas voulu m'éliminer des 3 autres. Alors j'ai fait de la demande dans les 4 écoles.
rendu à l'entrevue à l'Université de Montréal, l'entreveur m'a demandé, et ça se voyait que le français à l'époque, c'était, disons, beaucoup plus faible qu'il est maintenant. Elle m'a demandé comment est-ce que j'imagine faire les études de médecine qui déjà sont assez difficiles, mais de le faire dans une langue secondaire qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas assez bien, disons. Je lui ai répondu que je vais t'entourer avec des francophones, des jeunes filles françaises, peut-être même un jour une copine française. Et ça va me donner l'environnement de parler français de façon courante. Et je peux améliorer mes capacités dans cette langue secondaire. Et en effet, c'est ça qui est arrivé. Non seulement j'ai appris une deuxième langue, j'ai appris une profession que j'aime beaucoup, mais ça me donnait la confiance en soi de rester ici au Québec, d'interagir et de traiter les gens francophones aussi bien que les patients anglophones. Et c'est ça le cas à l'hôpital West Island où je travaille. Je me sens entièrement à l'aise de faire une anamnèse soit en français ou en anglais ou des fois même dans une autre langue. Et vous avez donc mis un point sur quelque chose de très important, donc la langue. Donc finalement, le message, c'est de dire que la langue n'est jamais un obstacle pour justement un individu ou une personne qui souhaite et qui veut réellement réussir. Et donc, vous êtes venu effectivement d'un milieu où la langue française n'est pas votre usage quotidien, régulier, et que malgré cela, vous avez donc progressé et vous vous êtes obstiné à apprendre justement cette langue. Et aujourd'hui, vous êtes non seulement un anglophone, mais aussi un bilingue, donc français, anglais, et que ça vous a permis aussi, la langue française, justement d'évoluer dans la médecine en langue française ou dans les deux langues, ce qui est une richesse, je dirais, inestimable. Et justement, ce que nous souhaitons passer comme message, un message positif, plutôt positif à notre jeunesse, pour dire que lorsque, comme il dit l'adage, lorsqu'on veut, on peut, et vouloir, c'est pouvoir. Et justement, c'est ce que nous souhaitons à passer comme information et surtout comme message. Maintenant, j'ai encore une petite question, c'est-à-dire comment vous vous sentez, c'est-à-dire depuis que vous êtes venu, vous qui êtes venu d'une famille, c'est-à-dire immigrante, est-ce que vous vous sentez réellement intégré à part entière au Québec, plus précisément, parce qu'il faut le rappeler que nous sommes au Québec, que nous sommes dans ce beau pays, dans cette belle province canadienne francophone, que nous aimons énormément et qui nous a tous adoptés, justement. Nous sommes les enfants, je dirais, même si vous êtes nés ici, adoptifs de cette belle province, de ce pays qui s'appelle le Québec. Donc, comment vous sentez votre intégration? Est-ce que vous vous sentez un citoyen à part entière? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes un peu particulier? Ou est-ce que vous sentez que vous devriez faire des efforts plus que peut-être une personne dont les parents ils sont ici depuis des générations? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment à part égale comme tous les autres? C'est une difficile question. Hein? Oui, mais en général, je dirais que je me sens chez moi. Je suis né ici et peu importe nos croyances ou notre background, peu importe notre langue primaire ou secondaire, peu importe la couleur de notre peau, une fois rendu ici, si on accepte l'identité d'être Canadien, Québécois, je pense que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas un Québécois qui est plus égal que les autres.
et je pense aussi, ou j'espère, nous habitons dans une époque post-racisme. Le racisme, c'est vraiment une notion coloniale, datée. Il n'y a pas vraiment d'espace ou de temps à perdre avec des notions qui sont vraiment datées dans le temps. Je vous remercie. C'est justement le message de notre chaîne, ce qui est le message de la diversité, d'ouverture et surtout un message qu'effectivement, comme vous venez donc de le préciser, que nous sommes tous des citoyens à part entière et que effectivement ce sentiment d'appartenance à ce pays est profond. Merci pour ce message. En fait, maintenant, si vous permettez, on va passer évidemment à ce que vous faites comme pratique. Et si je ne me trompe pas, donc vous êtes donc Dr Vass. Vous êtes beaucoup plus dans la pratique de la médecine esthétique, et qu'il faut aussi la différencier à la chirurgie esthétique, parce qu'il y a une différence entre médecine esthétique et chirurgie esthétique. Et vous justement, vous excellez dans cette, si j'ose dire, cette spécialité ou cette pratique médicale, la médecine esthétique. Moi, je souhaite savoir ici, dans votre cabinet, pourquoi la médecine esthétique? Pourquoi vous avez choisi la médecine esthétique? Je fais un peu de tout, il faut dire. Je fais la médecine d'urgence aussi à l'hôpital où on se connaît, où nous travaillons ensemble et j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je fais aussi la médecine esthétique? J'ai un bac en beaux-arts, j'aime la beauté, je l'apprécie. Et c'est une opportunité d'utiliser ces aptitudes que j'ai prises pendant mon bac de Beaux-Arts, comment voir le visage, comment le modifier pour faire sortir les changements qu'une patiente veut avoir. On en parlera parce que vous venez justement, j'ai pas voulu peut-être le préciser au début, mais Dr Vass, il est aussi artiste, donc mis à part sa vocation de médecin et de la médecine, il a encore d'autres vocations, qui est un artiste peintre, et ça on en parlera peut-être dans nos prochaines émissions. Mais en fait, revenons à la médecine esthétique, ici au Québec plus précisément, puisqu'on est à Montréal. Quelle catégorie j'ose dire, de personnes, ou plutôt, si j'ose dire, de patients qui vous consultent? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce que ce sont des personnes plus ou moins âgées? Quelles sont les tranches d'âge? Ou est-ce que c'est quoi? Quelles sont la catégorie des personnes qui vous consultent le plus pour cette médecine esthétique? Mais la médecine esthétique, surtout, c'est les femmes. Les femmes entre, disons, les trentaines jusqu'aux les cinquantaines à peu près. Et la médecine esthétique, c'est différent que la chirurgie esthétique. Chirurgie en coupe, ici médecine esthétique, c'est surtout avec les aiguilles. Alors c'est le botox et aussi les remplisseurs. Justement, vous avez cité le botox comme pratiquement, je pense que c'est le produit, si j'ose dire, le plus utilisé dans cette médecine esthétique. Et il faut bien le rappeler que le botox qui est dérivé en fait de la toxine botulique, en fait c'est plutôt le terme médical, le terme biologique, et que cette toxine ou cette protéine botulique qui fait allusion à une maladie qu'on appelle le botulisme, et qui est une intoxication, une toxi-infection alimentaire très grave, voire mortelle d'ailleurs. Donc comment justement, on sait pertinemment que ce botox est une substance qui est à faible dose, si j'imagine, à très très faible dose, et qui est utilisée justement dans cette médecine esthétique contre
certains, je dirais, inconforts ou contre certaines imperfections qui sont inacceptées des fois ou qui rendent la personne dans une situation d'inconfort. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, des effets secondaires, justement, en utilisant le Botox, puisqu'il est issu, il faut bien le rappeler, de cette toxine botulinique qui est très grave et qui, des fois, donne des intoxications alimentaires qui est transmise par des fois des conserves mal variées ou mal conservées ou mal entreposées. Donc comment se fait-il qu'à partir de quelque chose de très toxique, ça peut devenir effectivement, on va utiliser dans la thérapeutique? C'est vrai qu'ici, c'est la dose. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Mais d'abord, oui, c'est la dose et aussi c'est l'endroit où on l'installe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand on l'utilise pour les moyens esthétiques, on l'a dans un seringue et on l'injecte directement dans les muscles. Alors, son action, c'est de diminuer les mouvements des muscles. Donc, les lignes qu'on voit lors de l'expression faciale, surtout, ça les réduit. Pour justement les lignes dynamiques, ça veut dire les lignes qui s'apparaissent lors de mouvements, sont adoucies. Donc, par exemple, les lignes entre les yeux, pour les gens qui ont tendance d'être fâchés, ont une allure un peu sévère, ça les inhibe de faire ce genre de mouvement et ça aplatit les rides verticales entre les yeux, par exemple, ou les lignes qui radient autour des yeux. Alors c'est un traitement, le Botox, c'est un traitement naturel, parce que, comme tu dis, ça vient d'un produit naturel, purifié, et ils le fabriquent dans les usines maintenant, mais c'est d'une origine naturelle pour diminuer les mouvements des muscles. Et les traitements maintenant durent à peu près 3 mois. Est-ce que le traitement, est-ce que c'est des plusieurs rendez-vous? Est-ce que c'est une seule séance? C'est combien ça peut justement coûter, par exemple, aux personnes? Et puis, la question principale, est-ce qu'ils sont remboursables? Non, c'est pas quelque chose, les traitements esthétiques, c'est pas quelque chose que l'État va couvrir, jamais. Je pense pas. Mais c'est quelque chose c'est comme un gâteau. C'est quelque chose quand nous travaillons, tout le monde qui travaille a une certaine salaire et si il se permet, c'est un petit cadeau à lui-même qui se donne pour changer son apparence un peu, pour demeurer jeune. Et puis, à côté du Botox, on parle aussi de l'acide hyaluronique. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que, par exemple, l'usage au niveau des muscles ou au niveau des rides, l'acide hyaluronique, est-ce que vous utilisez ce produit? Oui, absolument. Les remplisseurs, eux aussi, sont basés sur des produits naturels, tel que tu le mentionnes, l'acide hyaluronique, qui se trouve dans les tissus du peau. C'est un produit qui se perd avec les années et tout simplement, on l'installe avec des injections, on donne aux patients dans les zones stratégiques. Par exemple, un endroit où on perd souvent, c'est au-dessus des joues. On perd aussi dans les plis, à force de l'utiliser, l'usure, ça détruit ce produit en particulier. Alors on l'installe entre le nez et la bouche, par exemple. Alors ça c'est plutôt la sculpture, disons. La différence entre les remplisseurs et le Botox, le Botox c'est plutôt comme un efface. On peut effacer un peu les lignes des mouvements et les remplisseurs, ça remplit, ça donne de volume.
c'est plutôt structural ouais. Et donc, ces produits à la longue, parce qu'on a vu évidemment dans les médias, etc., des fois où il y a des effets secondaires, ou des personnes qui ont fait la médecine esthétique et qui malheureusement, au fil des temps, ont fini par des effets secondaires assez dramatiques dans leur corps. Est-ce qu'il n'y a pas justement un message à passer concernant éventuellement peut-être l'abus de ces produits? Mais je dirais plutôt il n'y a aucun produit médical ou même naturel qui n'a pas des effets secondaires. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on met dans notre corps a des effets, et aussi des effets non désirables. Ça veut dire des effets secondaires. Alors oui, ça serait pas vrai. Ça serait tort de dire qu'il n'y a pas des effets secondaires. Il y en a. Et c'est d'ailleurs à cause de ces problèmes que c'est important de voir un médecin avec qui vous avez un lien de confidence. Ils peuvent vous en parler des effets secondaires. Prendre le temps, ça prend un peu plus de temps qu'on a ici, mais de prendre le temps avec le patient et de voir si les effets secondaires possibles, parce que évidemment c'est pas tout le monde qui va les avoir, les effets secondaires qu'un nombre très minime de la population qui les a va souffrir, et que le médecin va vous soigner en même temps pour ces problèmes qu'une certaine portion des patients vont avoir. Donc c'est très important d'avoir cette relation avec le médecin et de ne pas aller chercher nécessairement le Groupon où on peut couper les prix, parce que en anglais, on dit « you get what you pay for ». Alors, c'est important peut-être d'avoir quelqu'un qui s'installe ou qui vous donne la confiance et va vous soigner. Justement, c'est-à-dire que est-ce que toutes les personnes qui souhaitent justement améliorer leur look, si vous permettez l'expression. Vous n'avez rien à s'améliorer. Merci. Donc, améliorer leur look. Donc, est-ce qu'ils sont tous candidats, ou est-ce qu'il faut qu'ils répondent à des conditions, justement, pour être candidats à la médecine esthétique? S'il y a des conditions, lesquelles? Alors, oui, ça serait malhonnête de traiter les gens qui n'ont pas besoin de traitement, ou pour les gens où le traitement vont pas nécessairement avoir un impact important. Donc quelqu'un qui disons, j'ai eu une jeune fille qui avait 18 ans, qui voulait des gros lèvres comme Kylie Jenner. Et je me sentais mal à l'aise de le faire, parce que déjà cette jeune fille qui avait une apparence normale, et de mettre les remplisseurs dans les lèvres pour donner des lèvres gigantesques, je me sentais mal à l'aise de le faire pour cette jeune fille. Alors qu'elle avait des lèvres normales. Normales. Oui. Donc peut-être approprié pour son âge d'un volume normal. Et justement, dans ce sens, est-ce que, on va dire, y a-t-il pas un effet aussi des médias ou des stars, si j'ose dire, sur justement ces jeunes, ou ces jeunes femmes, ou ces jeunes filles, ou même des jeunes garçons, donc sur justement l'envie d'aller vers la médecine esthétique, alors qu'au fond, on n'en a absolument pas besoin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet effet, je dirais, si j'ose dire, médiatique sur... Je suis d'accord avec toi en disant que ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin. Ce n'est pas un besoin. Pas une nécessité. Absolument.
À l'hôpital, à l'urgence, je m'en occupe des besoins, les besoins médicaux et les traitements que les gens ont besoin. Et on essaie de faire tout notre possible pour sauver des vies, pour traiter les maladies, pour diagnostiquer les problèmes de santé. Mais la médecine esthétique, c'est pas du tout la même chose. La médecine esthétique, c'est comme un petit cadeau qu'on se permet de temps en autre. Et pourquoi pas? Les gens travaillent très fort aujourd'hui. Et aussi le fait qu'on vit plus long qu'on a vécu avant. Nous sommes plus en santé maintenant que notre âge biologique va l'indiquer. Pourquoi pas avoir un aspect superficiel qui va être plus concordant avec notre âge qu'on ressent interne. Vous avez parlé que depuis tout à l'heure, en fait, là, justement, de ces techniques dans la médecine esthétique, et vous avez dit c'est surtout les femmes. Mais moi, ma question, est-ce qu'il y a des hommes? Oui, il y a des hommes, mais ils sont quand même une minorité. Mais les hommes, ils demandent justement quel type d'esthétique? Est-ce qu'uniquement les rides? Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? C'est à peu près les mêmes genres de traitements. C'est simplement le fait qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui se soucient pour leur look. Oui, peut-être parce que ils sont plus confortables avec leur apparence, ou peut-être aussi le fait qu'en société, malheureusement, il y a une façon de juger les femmes de façon plus sévère de côté esthétique que les hommes. Les hommes, s'ils ont si ça voit leur âge, c'est interprété plutôt comme l'expérience. Et ce n'est pas malheureusement la même chose avec les femmes. Mais dans votre pratique, avez-vous déjà vécu malheureusement des expériences, je dirais des expériences douloureuses, voire même décevantes, c'est-à-dire où une patiente ou un patient qui serait peut-être fini, qui serait fini avec des effets secondaires et que le botox ou l'acide hyaluronique lui aurait causé des problèmes et que... J'ai vu un cas d'urgence. Quelqu'un qui s'est fait traiter par... c'était pas un médecin, pas une infirmière. Il a injecté une substance dans le visage et ça a causé une infection au visage assez importante. Alors ça, c'était pas du tout un effet secondaire d'un traitement, c'était un problème d'un charlatan. Oui, donc justement, on va arriver à la question principale. Comment cette médecine aujourd'hui, ici au Québec, esthétique, et j'imagine aussi à travers le monde, mais puisqu'on est au Québec, on parle ce qui concerne le Québec, est-elle régie par des lois? Est-ce que tout le monde peut exercer cette médecine esthétique? Est-ce qu'il faut une formation? Il y a des règles qui sont en place par le Collège de médecins qui justement sont en place pour protéger le public. Le Collège des médecins du Québec? Oui. Donc y a-t-il une association pour les médecins de la médecine justement esthétique? Y a-t-il ici au Québec? Oui, il y en a. Et aussi, il y a les chirurgiens esthétiques aussi. Ils sont deux choses différentes. Oui, ça, c'est les techniques chirurgicales, mais nous, on est en train de parler beaucoup plus de la médecine et des techniques médicales qui sont des techniques, comme on dit communément en médecine, non invasifs, c'est-à-dire qui ne vont pas entraîner des blessures au niveau du corps. Alors, je ne sais pas si peut-être le laser aussi, est-ce que vous utilisez le laser en médecine esthétique? Non. Moi, personnellement, non. D'accord. Mais vous utilisez beaucoup plus le Botox? Oui. Mais à part le Botox, est-ce que vous utilisez d'autres techniques? Le Botox et les remplisseurs. Et les remplisseurs. Oui. Voilà. Et donc, j'arrive à la question principale que tout le monde peut poser, et c'est d'abord combien ça va me coûter? Donc, viens me voir, on va en discuter. D'accord, donc Dr Vass, moi je pense que
la médecine esthétique, si, c'est vraiment un domaine à découvrir. Et puis, il faut faire très attention, comme vous venez de le dire, de ces praticiens, des fois, qui utilisent d'autres produits, qui essayent peut-être tout simplement d'arnaquer, parce qu'il faut aussi préciser cela, que c'est très important. Et donc, il faut faire très attention, et que vous avez bien souligné que la médecine esthétique, ce n'est pas une nécessité absolue, mais c'est considéré comme un cadeau à soi-même. Voilà, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement et qu'on fait à chaque fois. C'est tout simplement un souhait, c'est tout simplement un cadeau qu'un individu puisse peut-être l'offrir, ou la personne puisse l'offrir à elle-même. Si vous permettez, mis à part justement la médecine esthétique, moi je vous connais beaucoup plus comme un médecin sur le terrain, c'est-à-dire au niveau des urgences, et justement certainement que dans les futures émissions, nous on va détailler les thèmes d'urgence médicale et chirurgicale, mais en résumé, je profite un peu de votre présence. Quels sont généralement les types d'urgences, je parle des urgences médicales précisément, que vous rencontrez ici au Québec, les types d'urgences médicales? Je dirais, en général, grâce à Dieu, la majorité des cas qu'on voit, c'est grâce au tabagisme. Je dirais, si les gens ici au Québec ne fumaient pas, ce serait très difficile de gagner ma vie. 3/4 de la salle d'urgence, c'est rempli des fumeurs ou des ex-fumeurs. Et si ce n'était pas pour les produits de tabac, on n'aurait pas tous les problèmes pulmonaires, cardiaques, cancer, vasculaires. Alors, oui, le problème majeur que je traite, c'est surtout les problèmes secondaires au tabac. Donc vous avez cité effectivement donc, le tabac, la cigarette, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ici au Québec plus précisément, je dirais peut-être même à travers le monde, de plus en plus de jeunes, qui commencent à fumer très tôt, et que malheureusement, on ne peut pas cesser justement de répéter, de ressasser que la cigarette est un facteur favorisant de plusieurs maladies, et en particulier justement les maladies respiratoires qu'on venait de le citer. Moi, je cite tout simplement certainement qu'on va la débattre de cette question avec nos amis, nos collègues pneumologues, qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive chronique, justement, qui est beaucoup plus, en Europe, on parle de la BPCO, bronchopneumopathie obstructive chronique, et ici en Amérique du Nord, on dit MPOC, veut dire maladie pulmonaire obstructive chronique, mais en réalité, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que la MPOC, par exemple, qui est une maladie, je dirais, parmi les maladies les plus fréquentes ici au Québec, et qui fait malheureusement des handicaps, et qui poste justement, il y a un type effectivement qui est beaucoup plus chez les gros fumeurs à long terme, et qui finissent malheureusement avec cette maladie, qui est une maladie chronique. Donc, il n'y a pas une guérison. Le plus souvent, on ne parle pas de guérison, mais on parle tout simplement d'un traitement, je dirais, symptomatique, des signes, etc., qui vont essayer de... Mais justement, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces malades, justement, qui terminent avec une insuffisance respiratoire? Quel est le message qui est important? Parce que notre objectif, c'est justement de réduire, comme on dit, prévenir vaut mieux guérir, c'est le mot. Donc, qu'est-ce que vous pouvez réellement nous dire? Quelles sont les choses qui vous ont énormément frappé au niveau des urgences? Qu'est-ce qui m'a frappé? Je vais te dire un cas que j'ai vu à l'urgence. Une femme qui était dans la salle d'urgence, branchée à l'oxygène, dans la salle d'urgence, au milieu d'hiver, ne voulait pas sortir pour fumer, et commençait à fumer dans la salle d'urgence à côté d'une bobine d'oxygène. Ce qui est exactement un grand risque d'explosion, oui, ouais. Justement. Alors, oui, c'est vrai que malheureusement, lorsque justement cette dépendance, en fait, cette dépendance du tabac ou de la cigarette est devenue une véritable problématique où certainement vous avez vu des malades qui viennent justement pour des crises
de difficultés respiratoires, et qui au même moment, il va sortir quelques mètres de l'hôpital, puisqu'il faut le dire qu'ici au Québec, on n'a plus le droit de fumer dans les structures, et en particulier les structures hospitalières. Il faut une certaine distance, il faut bien le préciser. Et par conséquent, le malade, des fois, vous le cherchez, ils vont vous dire il est allé fumer une cigarette. Et effectivement, c'est très difficile d'amener ces gens-là à divorcer, si vous permettez un peu l'expression, de la cigarette. Mais donc, mais concernant mis à part ces problèmes, par exemple respiratoires, je dirais, est-ce que vous voyez d'autres choses qui peuvent peut-être, qui méritent à ce qu'on s'attarde là-dessus et que ça mérite à ce qu'on passe des messages? Mais le fait qu'on va légaliser le marijuana cet été, ça me donne assez de soucis, disons. Pourquoi? Parce que les jeunes, et je le vois même mon fils, ils pensent que le fait que le gouvernement le permet, ça veut dire qu'il n'y a pas des problèmes au niveau de la population ou l'individu, qui n'est pas le cas. Il y a même des problèmes, certains problèmes qui sont uniques au marijuana, qui peuvent qui peuvent s'installer de façon beaucoup plus rapide et dramatique que les cigarettes. Et c'est pas parce que c'est permis et il y a des taxes qui sont imposées que ça veut dire que c'est acceptable de côté santé. C'est simplement le fait que le gouvernement a décidé que c'est mieux de collecter d'impôts, de faire d'argent avec cette choix que beaucoup de gens font. C'est mieux d'imposer des taxes que de dépenser d'argent pour les polices pour essayer d'arrêter les gens de consommer ces drogues-là, notamment le marijuana. C'est vrai, vous venez donc de citer justement le marijuana, donc ça relève des thèmes que certainement que nous allons débattre prochainement, qui relèvent de la toxicomanie, il faut bien le dire. Et mis à part justement la marijuana, c'est-à-dire ces drogues il y a aussi, mis à part l'effet de la cigarette, marijuana, il y a des personnes qui consomment les deux, c'est-à-dire et la cigarette et la marijuana. Maintenant, évidemment, sur le plan de dégâts, je dirais au niveau de l'organisme, cette association marijuana plus cigarette, voire même, je le dirais aussi, et d'ailleurs vous le constatez, tout le monde le constate, qu'ici depuis quelques années, ici à Montréal, précisément au Québec, que nous voyons de plus en plus la mode, si j'ose dire un peu, si je peux employer cette expression, dans certains lieux publics, pour ne pas dire des restaurants, on a introduit la chicha, c'est-à-dire le narguilé. Encore, le narguilé, qui est une façon de fumer à l'orientale, hein, donc, et cela aussi a été prouvé que justement une bouffée de narguilé correspondrait, selon certaines études, à 30 cigarettes. Ce qui veut dire que les dégâts, imaginons, qu'elle peut causer. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent justement ce moyen d'inhalation, que ce soit par tout simplement une envie de suivre les autres, ou par aussi des fois un snobisme carrément. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de consommer non seulement la cigarette, mais plus le narguilé et encore le marijuana. Donc vous, justement, moi ma question, est-ce que vous, sur le terrain, l'urgence ou dans votre pratique quotidienne en tant que médecin, est-ce que vous avez reçu des personnes justement qui consomment les trois et quel est l'effet? À l'urgence, j'ai pas vu beaucoup de cas qui présentent de façon immédiate après le chicha. Mais par exemple, et je pense qu'il n'y a pas assez de publicité ou des gens qui en parlent au sujet de marijuana. J'en ai vu des cas dramatiques qui présentent après la consommation d'un seul cigarette de marijuana, par exemple. Ça
dévoile chez certains gens qui sont à une certaine prédisposition génétique, ça dévoile une psychose. Et il vient de façon dramatique après avoir fumé leur première une cigarette de marijuana. Aussi, une autre affaire que j'ai vue avec le marijuana, les cigarettes de marijuana, c'est qu'il n'y a pas de filtre normalement. Donc, quand on fume les cigarettes de marijuana, il y a des petites particules qui sont extrêmement chaudes, petits, qui vont s'installer directement dans les petites voies aériennes et ça brûle un trou à travers ces petites voies aériennes et ça cause ce qu'on appelle un pneumothorax. Et il y a de l'air dans le mauvais endroit, dans le poumon, ça grandit et la personne présente à l'urgence avec des problèmes à respirer assez important. Un cathéter directement dans la cage thoracique pour enlever l'air qui est dans le mauvais endroit. C'est-à-dire avec des termes très simples pour ceux et celles qui nous suivent, le pneumothorax, donc ça veut dire qu'il vient du mot air, il y a de l'air entre justement une paroi qu'on appelle la plèvre anatomiquement et il y a le poumon et cette paroi qui tapisse le poumon entre les deux. Il y a un espace qu'on appelle un espace virtuel et il y a de l'air qui va s'installer, n'est-ce pas? Il va s'installer et il va donc comprimer le poumon et le poumon ne peut pas s'étendre et à ce moment-là, effectivement, ça va entraîner justement une détresse, comme on dit, une difficulté respiratoire, une détresse respiratoire et donc à ce moment-là, en urgence, justement, comme Dr Vass venait de le préciser, ils sont justement appelés à mettre un cathéter, c'est-à-dire un drain, un tuyau, si vous permettez un peu l'expression, pour faire sortir de l'air, donc comme on dit, un tuyau d'échappement, si vous permettez l'expression, pour justement décomprimer le poumon. Et cela, justement, je crois que, comme vous venez de le dire, justement, c'est un acte invasif, qu'il y a aussi des risques. Donc, vous savez que on est revenu à pratiquement cette problématique qui est la cigarette, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas cesser justement de répéter de ne pas fumer, de dire à la population la cigarette est quand même nocive et qu'elle peut entraîner beaucoup de maladies. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui fument. Donc, moi, vous, en tant que, c'est-à-dire praticien sur le terrain, je vous laisse peut-être pratiquement les derniers mots, puisque nous sommes à la fin. Il nous reste pratiquement 5 minutes dans notre rencontre. Donc, qu'avez-vous à passer comme message, surtout concernant à cette population, qui est une population jeune, et aussi aux malades qui sont déjà malades, notamment les malades qui continuent encore à fumer. Mais si vous voulez nous aider comme médecin, continuez à fumer, pas de problème. Alors, on peut le traiter, on peut traiter tous les problèmes de tabagisme, mais ça c'est dans notre intérêt, dans votre intérêt, tel qu'individu. Si vous voulez vivre une longue vie en santé, surtout en santé, peut-être, et aussi pour les gens qui sont importants pour vous, peut-être ça serait une bonne idée, soit d'arrêter de fumer ou jamais commencer. Justement, donc, je pense avec ce message est très clair et que on ne cesse de le répéter. Malheureusement, je dirais, on arrive à la fin de notre rencontre, à la fin de notre émission. Moi, j'essaie donc de vous laisser le mot de la fin, puisqu'on a débattu, on a parlé d'une manière spontanée, son thème, je dirais, sans s'attarder sur un thème précis. On a essayé surtout d'employer des termes très accessibles à la population, parce que notre objectif, justement, c'est de faire passer des messages à travers notre chaîne, à travers notre émission. Et donc, moi, je préfère vous laisser le mot de la fin, Dr Vass. Qu'avez-vous, justement, à dire à la population québécoise et surtout aussi à notre équipe de la chaîne, de cette nouvelle chaîne qui est la chaîne la STL, la chaîne de la diversité, on l'a appelée la voix de la diversité et je dirais toujours votre voix.
Donc, je vous laisse le dernier mot, Dr Vass. Merci beaucoup, Mohamed, mon ami, pour me donner cette opportunité de venir ici et passer un temps très agréable avec toi. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie beaucoup parce que vous avez quand même sacrifié votre journée de Shabbat, il faut le dire aujourd'hui. Shabbat, ça commence ce soir. Ah ben, ça commence ce soir, donc moi, je me permets de vous dire donc bon Shabbat. Et à toute la communauté, bien sûr, de confession juive. Ça nous a fait énormément plaisir d'échanger avec vous, parce que c'était beaucoup plus un échange, et surtout un riche échange, puisque vous nous avez justement fait l'honneur d'être parmi nos premiers invités. Moi, en mon nom personnel, je vous dis merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation, et certainement, nous allons aussi peut-être se revoir, Dr Vass, pour justement débattre d'autres sujets plus en détail, puisque vous êtes dans le domaine des urgences, et les urgences, c'est vaste. Et peut-être nous allons débattre de plus en plus, par exemple la douleur thoracique, par exemple les urgences cardiologiques, l'infarctus du myocarde, la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, les hémorragies, les traumatismes aussi, c'est très important, les accidents domestiques, vous voyez. Donc le domaine des urgences est vaste, et certainement au fur et à mesure nous allons vous faire appel pour justement débattre des sujets particuliers. Certainement, moi j'ai pensé directement à la douleur thoracique, puisque dans la douleur thoracique, on peut penser à l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire des petits caillots qui vont se localiser au niveau des poumons et qui empêchent l'individu à respirer, et ça c'est très fréquent et vous le savez. On pourra peut-être les débattre prochainement. Donc en résumé, je vous dis merci au nom de STL, à toute l'équipe aussi de régie qui a bien voulu nous supporter aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous dans nos prochains numéros. Restez avec nous, restez avec STL, et Neurone vous donne rendez-vous chaque vendredi avec Mohamed, votre serviteur et votre animateur. Merci et bonne fin de soirée. Merci.